Bonjour à tous, merci en tout cas de me donner la parole. Oui, je suis psychanalyste. Le sujet de la santé mentale, il est davantage considéré maintenant pour la simple et bonne raison que 2025 a été considéré comme l'année de la santé mentale, avec des difficultés cependant de mise en œuvre, avec une énorme pénurie de psychiatres. On manque de vocation en France et la psychiatrie pourtant a fait énormément de progrès et ne serait-ce que réguler les humeurs de gens psychotiques de tout âge contribue quand même à pacifier quand même des relations dans le vivre ensemble et la société. Il se trouve que cette pénurie de médecins en général d'ailleurs, pas seulement les psychiatres, a été très conséquente pendant la période du Covid et que les jeunes ont été particulièrement impactés par notamment ces 2 confinements. Il y a eu effectivement une explosion de l'anxiété chez les jeunes adultes, disons, parce qu'on a considéré que près de 45% des jeunes entre 18 et 24 ans ont présenté des symptômes anxieux. Et l'anxiété, c'est véritablement quelque chose de paniquant. C'est pas juste un état d'âme. C'est très très grave en réalité de se sentir dans un terrain anxieux. Et vous verrez comment ce terrain anxieux se manifeste et surtout se génère. Les syndromes dépressifs aussi ont touché les jeunes, puisque en 2020-2021, donc vraiment pendant la période Covid, on a considéré que plus de 30%, 32 exactement des personnes interrogées dans cette enquête qui est une enquête tout à fait officielle, menée par l'INSERM et par la Santé publique France. 32% avaient déclaré des symptômes dépressifs, ce qui en fait la tranche d'âge la plus affectée, les 18-24 ans. Les étudiants également, non seulement parce qu'ils étaient précaires, mais parce qu'ils étaient isolés de leur famille aussi, possiblement, avec des difficultés de mise en route de la question relationnelle, sociale. Quand on rentre dans des études supérieures, on est plutôt livré à soi-même dans un contexte très vaste, ce que ne vivent pas les jeunes qui sont plutôt dans la voie de l'emploi, où là ils sont tutorisés d'une certaine manière par une entreprise à plus petite échelle. Et donc les étudiants étaient particulièrement exposés, et donc ils ont multiplié par 2 les symptômes que je décris là. Surtout pendant les confinements. Les pensées suicidaires ont également été en forte augmentation, puisqu'un jeune sur 5, donc si on compte là, un jeune sur 5 a ressenti vraiment ce qu'on appelle des idées noires. Et il ne faut pas oublier l'idée que les pensées suicidaires sont des décisions intérieures très très fortes, très marquées, au nom du fait que la personne sent qu'elle n'a absolument plus aucune perspective. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus besoin de continuer parce que ça ne va servir à rien. Mais on peut aussi considérer que le Covid est passé et que les jeunes se sont remis dans le cycle de la vie. C'est-à-dire qu'en fait, il faut arrêter de dire et d'entendre dire que le Covid a profondément marqué la jeunesse de manière indélébile. Ce n'est pas vrai. Les rémissions sont tout à fait manifestes. Et pourquoi ? Parce que nous sommes des êtres de relation et de contact. Et dès lors que le contact reprend, eh bien la vie reprend aussi. Nous sommes des êtres de relation et de contact. On a en fait une société très contrastée. Je trouve ça fascinant d'ailleurs, parce que d'un côté, il y a un tableau très sombre des jeunes qui sont plutôt en déshérence, en difficulté. Il y a des difficultés notamment liées au logement. Je parle des jeunes adultes. Des difficultés liées au logement, avec une pénurie de logement, une difficulté d'accession au logement, parce qu'il faut des garanties, des cautions que parfois beaucoup de jeunes ne peuvent pas obtenir. Et leur bonne foi ne suffit visiblement pas. Donc on a d'un côté un tableau sombre, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous en êtes quand même la preuve, car vous avez cette vivacité à unicité, c'est le moins qu'on puisse dire, de cet engagement-là. Il y a aussi des jeunes qui font des choses absolument extraordinaires. On a une profusion maintenant d'émissions, Le Pays, Got Talent. On a des flash mobs avec des jeunes qui sont des musiciens hors pair. On a plutôt des gens très audacieux qui, avec un peu d'études, décident de monter des start-up. En fait, la jeunesse est terriblement vivace.
Il ne faut pas oublier qu'elle n'est pas tout le temps sombre. Donc, si vous voulez, il y a quand même quelque chose dans ce clivage qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne recoupe aucune catégorie socio-professionnelle. C'est-à-dire qu'on peut être issu d'un milieu favorisé et être profondément déprimé. On peut venir d'un milieu modeste et être très animé, très créatif, très compétitif, très entreprenant. Donc arrêtons aussi de considérer que les catégories socio-professionnelles décident pour la personne. Ce n'est pas vrai. Ça ne dépend pas non plus du niveau d'études. C'est-à-dire on peut être très diplômé et sans aucun élan vital. On peut être au contraire très peu diplômé et habité par un très fort désir de devenir. On peut faire un métier de service, par exemple coiffeur, et être mondialement connu. C'est fascinant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait des hautes études. Ça joue en faveur, évidemment, mais on n'est pas forcément obligé de passer par cette case, non seulement pour réussir, mais pour être heureux. Donc ce clivage socio-professionnel n'a pas à être pris en compte, parce que ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important dans les clés de compréhension, c'est d'imaginer qu'en fait, ça ne vient pas de l'extérieur de nous, l'exogène, mais l'intérieur de nous. Et en fait, c'est notre structure psychique qui va dépendre, qui va générer cet élan vital de désir motivationnel pour pouvoir accéder à, finalement, une construction de sa propre vie. Alors, de quoi est faite la santé mentale ? D'abord, elle dépend des types de familles dont on vient. Vous avez là un schéma. Alors, elles sont toutes les deux très bien, ces familles. Il n'y a pas de jugement à émettre dessus, où on est dans une famille dite enchevêtrée et on est plutôt favorable à promouvoir la relation dans la famille. Donc, quand on va vers le smiley qui sourit, vers le 1, sont des familles pour qui la relation est belle, on a envie de passer du temps ensemble, les réunions de famille se font couramment, on part en vacances souvent ensemble, les grands-mères aident les petits-enfants, enfin vous voyez, il y a quelque chose de très vivant là-dedans. Et les familles désengagées prônent l'autonomie, ce qui est aussi une belle valeur. Donc quand on est dans le 1, on a une belle relation avec un périmètre pour chacun respecté et ça fait vraiment quelque chose d'équilibré. Mais quand on va vers le 3, que ce soit un type ou l'autre des familles, on est en grande difficulté, soit parce que tout le monde est l'un sur l'autre et qu'il n'y a pas de périmètre. C'est-à-dire si j'ai une jolie écharpe et que ma sœur la veut, elle la prend dans l'armoire sans me demander mon avis. Et donc là, l'enchevêtrement se fait de manière douloureuse. Et si je suis issue d'une famille désengagée au niveau du 3, eh bien en fait c'est un tel désert affectif où chacun est dans son orbite que personne ne se rencontre jamais et c'est désespérant. Donc vous voyez que vous pouvez d'ailleurs faire une croix mentale de là d'où vous venez et là où éventuellement vous aimeriez aller. Est-ce que c'est diamétralement opposé ? Comment pourrait s'inscrire votre désir ? Comment pourrait s'inscrire votre évolution de vous-même ? Qu'est-ce que vous voulez pour vous ? Et d'ailleurs, quand vous encadrez des jeunes en général, enfin des gens en général, au sein de votre activité de service civique, eh bien en fait, posez ces questions-là. Demandez-leur d'où ils viennent, dans quel type de famille, comment c'était chez eux et ce à quoi ils arrivent ou ce à quoi ils aimeraient arriver. La santé mentale, elle dépend aussi de ce qu'on appelle les positions de vie. Quand on est plus, alors le signe avant le slash, c'est soi, le signe après le slash, c'est l'autre en général, d'accord ? Quand on est plus, soi-même, on se trouve plein de qualités, plein d'ambitions, plein de compétences, plein de désirs, on a plein d'activités, on a plutôt une vie sociale agréable, c'est plein de promesses tout ça. Et ça tombe bien parce que le monde en général, plus, est plein de perspectives. Donc ça matche très très bien. En revanche, là où ça devient un peu difficile, c'est quand on est plus-moins. Par exemple, je considère que je suis supérieur à l'autre parce que j'ai des connaissances, parce que j'ai un certain nombre j'ai de l'expérience, et heureusement que je suis là parce que les autres vraiment sont nuls. Vous voyez l'idée, il y a des personnages dans la vie qui se comportent de manière dominante et qui créent une relation toxique, et donc qui bafouent la santé mentale des gens qu'ils intoxiquent.
Il y a aussi ces gens-là dont on a dit d'eux qu'ils étaient toujours sans valeur, désinvoltes, cancres, bref, qu'on a dévalorisés de manière très durable, très constante dans leur enfance, et qui, eux, se disent « moi, je suis nul, mais heureusement que les autres sont meilleurs que moi ». Parce que je vais pouvoir m'adosser à eux, au risque, bien sûr, d'entrer également dans une relation de type toxique, puisque ça serait donner du pouvoir à l'autre au prétexte qu'il serait plus grand, plus fort, plus affirmé. C'est donc la porte ouverte à tous les abus. Et la santé mentale la plus pénalisée, c'est quand on se considère, ou plutôt quand on se déconsidère à un tel degré de négativité, et qu'en plus de ça, on pense que le monde est pourri. Et qu'on n'arrivera à rien, et que de toute façon, ce n'est pas la peine de continuer, et ce n'est pas la peine d'imaginer un devenir pour soi. Elle dépend aussi, la santé mentale, de ce que nous faisons comme confusion. Je trouve que dans votre activité, il y a quelque chose d'essentiel à comprendre, c'est la différence qu'il y a entre le lien et la relation. Le lien, ça désigne une attache symbolique, une attache qui va unir deux personnes par leur place respective. Je suis ton ami, je suis ton parent, je suis ton enfant, je suis ton conjoint. C'est des places, d'accord ? Et ça, le lien, il se fait indépendamment de la qualité des relations. Parce que la relation, la qualité des échanges, parce que la relation, c'est précisément la manière dont ce lien va s'activer et s'animer. Donc je dirais qu'il y a énormément de gens qui ont des liens, tout le monde, à vrai dire. Il faut être orphelin ou ermite pour ne pas en avoir. Mais il n'y a pas tant de gens que ça qui ont des relations, c'est-à-dire des choses nourries, des choses échangeables, des partages d'expériences, des mutualisations de vécus, des histoires à se raconter, des confidences à se faire. Et donc, quand vous êtes là, engagé dans votre service, dans votre volontariat vis-à-vis du service civique, eh bien, activez cette notion relationnelle. Ne vous contentez pas de liens, ne vous contentez pas d'être des encadrants, ne vous contentez pas d'être des chevilles ouvrières d'un système. Il y a quelque chose à nourrir au niveau de la relation, parce que moi, je fais partie de ces gens qui considèrent que tout doit être dédié à la relation, puisque nous sommes des êtres de relation et de contact. Il y a aussi l'idée que le rôle et la fonction, ce n'est pas la même chose du tout. Le rôle, ça renvoie à une position sociale, c'est plutôt identifiable, même familiale. Par exemple, je suis la mère d'un tel, le père, l'enfant, le conjoint, donc ça peut évidemment se regrouper avec la notion de lien. La fonction, ça désigne ce que l'on fait en tant que mère, conjoint, père, etc., ou enfant. C'est-à-dire qu'en réalité, la fonction, elle désigne ce qui est psychiquement opéré, ce qu'on fait vraiment. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des familles dysfonctionnelles, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas des fonctions respectées dans ces familles-là. Et quand vous encadrez des gens, quand vous allez à leur rencontre, probablement que leur difficulté vient du fait qu'il y a eu des rôles dans leur famille initiale, celles qui les ont construites psychiquement, mais vraiment très 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 peu de fonctions opératoires, de fonctions réelles. Les gens sont dysfonctionnels très souvent et ça cause beaucoup de difficultés en termes de santé mentale, d'errance et de complexité à se concevoir au sein d'une société. La santé mentale, elle dépend aussi de nos attachements. Et peut-être vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez ces images, elles datent des années 50. Arlo a fait venir un petit macaque qui s'appelle Petit Rhésus. Et vous voyez qu'il est agrippé, alors je ne sais pas si vous le voyez bien parce qu'il fait un peu jour, là c'est un peu difficile, mais il est agrippé à une feutrine, comme une matrice qui pourrait lui apporter un peu de réconfort, hein, parce qu'à côté, il y a une matrice sans feutrine, grillagée, qui est vraiment très, très aride, et ce petit bébé, il n'a qu'une intention, c'est de s'accrocher au substitut maternel. Ce n'est pas sa mère, mais ça pourrait y ressembler. En tout cas, ça s'en rapproche. Le problème de cette histoire-là, c'est que la matrice qui est réconfortante artificiellement n'est pas nourrissante, puisque la matrice réconfortante n'a pas de biberon. Mais la matrice en grillage, elle, en a un. Et donc, quel va être le comportement de cet enfant bébé, Petit Rhésus ? Il va s'accrocher à sa feutrine, croyant pouvoir expérimenter ce dont un bébé a besoin, mais pour se nourrir, parce qu'il est dans son instinct de survie, il va se contorsionner
pour aller boire quelques gouttes de lait dans la matrice, pas du tout réconfortante. C'est bien ça l'illustration parfaite de mauvais attachement dès lors qu'une mère, par exemple, a un rôle de mère, mais pas du tout la fonction de mère. Elle n'est pas nourricière. Et je dirais que 100% des gens qui me consultent en tant que psychanalyste, je constate quand même que ce sont des gens qui ont été très dénutris en termes affectifs dès le départ, avec des mères distantes, froides, glaciales parfois. C'est pas parce qu'on est une mère qu'on est bonne et douce. Et c'est pas parce qu'on est un père qu'on est bon, sécurisant, protecteur et capable de présenter le monde à l'enfant. John Bowlby aussi a beaucoup travaillé sur l'attachement, c'est à peu près dans les mêmes années, où il a distingué globalement, alors il n'est pas le seul à avoir travaillé sur l'attachement, mais lui je trouve qu'il a inventé quelque chose de merveilleux parce que c'est des clés de compréhension que vous allez pouvoir utiliser tout le temps, dans vos activités, personnellement, dans votre vie professionnelle, ça marche tout le temps et toute la vie. En fait, l'attachement dit sécure, c'est simple. Ça se compose de 3 éléments fondamentaux, la bienveillance, les réponses adaptées et de la constance. Si vous arrivez à maintenir toute votre vie dans la relation à l'autre, ces 3 éléments, de la bienveillance, des réponses appropriées aux situations et de la constance, non seulement vous représenterez une figure d'attachement dite sécure, mais en plus vous porterez du bonheur en vous et vous en apporterez aussi. Mais si ce n'est pas sécure, c'est quoi? Eh bien, il y a 2 façon d'être insécure, c'est-à-dire d'être dans une dysfonction par rapport au rôle que l'on joue dans la relation à l'autre. On peut être ambivalent. Vous pouvez par exemple aller voir quelqu'un qui va vous accueillir à bras ouverts et puis 10 minutes après, vous envoyez bouler parce que c'est plus le moment pour lui. Et donc, vous faites l'expérience que c'est quand même bizarre et qu'au bout du compte, vous êtes incapable de savoir comment vous serez reçu la fois suivante, puisque en fait, rien ne peut le prédire. Ces gens sont ambivalents parce qu'ils sont cyclotimiques. Ils tergiversent entre l'accueil chaleureux et finalement une part de détestation de vous. C'est très compliqué à établir la relation dans ces cas-là. La désorganisation aussi, c'est un grave problème. Les gens désorganisés sont des gens qui font peur. L'enfant, quand il a un parent désorganisé, il n'est jamais tout à fait sûr qu'il a des choses qu'il faut dans son cartable, son goûter. Si le parent concerné va se rappeler qu'il a changé d'horaire pour qu'on vienne le chercher ce jour-là à l'école. Enfin, il y a toujours une incertitude. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout une vue de l'esprit, c'est vrai. Il y a des enfants qu'on a laissés sur le trottoir en face de l'école. Hein, c'est du vécu, ça, il y en a pas mal. Donc, ils ont bien eux-mêmes réussi à comprendre quelque chose, c'est qu'en fait, leur figure d'attachement, père, mère, peu importe les personnes qui s'occupent d'eux, ne sont pas tout à fait dignes de confiance. Et l'enfant le sait très tôt, le sait même en naissant. En naissant, un manque d'accordage avec la mère peut créer en lui un sentiment tout à fait évident de méfiance, et il a raison, puisque c'est sur la base de ce qu'il a compris. Donc, dans cette colonne de gauche, l'attachement dit insécure va provoquer un terrain anxieux. Et je suis persuadée que dans vos activités à Unicité, vous tombez sur des gens qui sont profondément anxieux, profondément incertains d'eux-mêmes, profondément en difficulté par rapport à l'ambition qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes. En fait, ils se sabotent puisqu'ils ne se sentent pas capables. Et je suis persuadée que c'est la majorité des gens que vous rencontrez. Il y a aussi les autres que vous rencontrez. Les autres sont dans un attachement dit insécure, évitant. C'est-à-dire qu'ils ont eu des familles plutôt psychorigides qui ont dit non. Est-ce que je peux sortir? Non. Est-ce que je peux aller chez mon copain? Non. Est-ce que je peux regarder la télé? Non. Est-ce que je peux avoir mon jeu vidéo? Non. Bref, c'est non. C'est d'ailleurs souvent au nom d'une bonne volonté que les parents considèrent qu'il faut, pour éduquer, être extrêmement rigoureux pour que l'enfant soit obéissant. C'est la famille dite désengagée. Et donc, l'enfant, finalement, va considérer que pour faire ses expériences, il n'y a pas d'autre solution que de les faire dans son coin tout seul. Et ça commence très tôt.
On commence très tôt à avoir un joli caillou au cours d'une promenade, on le ramasse discrètement, on le met dans la poche, on le rentre dans sa chambre, on le met dans une cachette et c'est son petit précieux à cet enfant. Il adore cet endroit-là parce que c'est précisément un endroit qui ne sera pas contrôlable par la mère, par le père. Donc vous voyez qu'à un moment, après, on fume en cachette, on sort en cachette, on drague en cachette, on couche en cachette, on se drogue en cachette. On fait des choses en cachette parce que si on ne les fait pas, on ne vit pas. Et il y a des parents qui se demandent ce qui s'est passé pour leur enfant, qui viennent me voir sans comprendre qu'en fait, c'est eux qui ont créé le terrain évitant de leur enfant ou le terrain anxieux de leur enfant. C'est fascinant quand même. Et alors le pire du pire, c'est les attachements dits insécures, isolés, parce qu'ils sont comme les évitants, sauf qu'eux, ils sourient. Autant les évitants, ils sont un peu maussades, ils font un peu la tête, ils sont un petit peu à part, ils se mettent en retrait, ils ne veulent pas trop rentrer dans la relation, puisque la relation, au bout du compte, ils ont très très bien compris qu'elle était plus potentiellement un danger qu'un recours possible, donc ça ne les intéresse pas. Les évitants, ils sont que ça, mais les isolés, eux, ils sourient à tout le monde, tout va bien. Donc c'est absolument imperceptible, il faut aller dans le cœur de la relation, être dans la confidence pour comprendre qu'en réalité, ce sourire est un sourire de façade et qu'il revêt en fait une réalité bien plus sombre à l'intérieur, c'est « je suis profondément seul ». C'est le 3 de la famille dite désengagée. Il faut aussi comprendre que la santé mentale, elle dépend de notre façon de réagir aux émotions. Les expressions émotionnelles, parfois, il vaut mieux les éviter, donc l'anesthésie. On ne montre rien, comme ça on n'est pas sujet à peut-être jugement ou dévalorisation. Bref, c'est une façon de se mettre en retrait, très très utile pour certains, mais très inefficace en termes de relations. Et je vais vous montrer là, avec ce parcours, tout ce qu'il faut mettre en action pour être dans des interactions de qualité. Après l'anesthésie, on a ce qu'on appelle des sensations diffuses. Par exemple, je tremble. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui me fait trembler, mais je le constate, sans pouvoir élaborer davantage, c'est-à-dire y réfléchir davantage. Puis on a des perceptions chaotiques. Je tremble, j'ai peur, mais on ne fait pas le lien entre je tremble et j'ai peur. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait tellement pas ce qui nous traverse, même si on est dans une situation donnée, on n'arrive pas à élaborer. Il faut passer la ligne verbale pour ça. Et je vous encourage, quand vous rencontrez des jeunes, quand vous rencontrez des gens en général, et que vous-même, pour vous, vous posez des questions, commencez à identifier et structurer votre système de défense par rapport à ce que vous aurez identifié. Je tremble parce que j'ai peur, et c'est normal parce que je suis dans la rue et qu'il y a un camion qui arrive et qui va me renverser. Je vais structurer ma stratégie de protection, je me mets sur le trottoir. On ne peut pas, et d'ailleurs la psychanalyse c'est un acte de verbalisation merveilleux, on ne peut pas comprendre ce qui se passe si on n'y a pas mis des mots dessus. Et vous allez voir que c'est fascinant parce que tout votre travail en réalité repose sur la logique de verbalisation. Et d'ailleurs, c'est ce qui devrait être le cas dans la relation en général, non seulement pour vous, mais d'une manière générale pour tout le monde. La verbalisation. Quand on arrive à identifier une situation et qu'on se dit « tiens, ça fait quand même longtemps que ça se produit », on peut se proposer de réfléchir aux causalités. Comment se fait-il que je me trouve si souvent sur une route avec le risque de me renverser? Pourquoi ça m'arrive tout le temps? Pourquoi ça revient tout le temps dans ma vie? Et donc, on va aller chercher, peut-être en psychothérapie, peut-être avec des amis bien intentionnés, peut-être en parlant avec vous, peut-être vous en parlant avec vos cadres, pourquoi les choses arrivent comme ça de manière répétitive. Et ce qui est certain, c'est que ça produit de l'empathie quand on comprend tout ça. L'empathie, je vous rappelle, ou je vous précise, que l'empathie, c'est la capacité à percevoir la réalité de l'autre. C'est-à-dire qu'on n'est pas autocentré, on est conscient de ce que l'autre vit par rapport à ce que nous faisons. C'est pas rien. Eh bien, interrogez-vous sur les relations qui vous animent dans la vie en général. Interrogez-vous sur votre capacité à comprendre la réalité de l'autre et sur la capacité de l'autre à comprendre votre réalité. Et c'est seulement grâce à ça qu'on arrivera à des interactions de qualité. C'est un parcours très, très, très important à mesurer et peut-être qu'il va vous servir de grille de lecture pour que vous puissiez petit à petit, dans votre pratique
à l'égard de tout ce qui embrasse le service civique, commencer à élaborer cette relation de confiance parce que c'est la seule réellement possible. Elle dépend donc de la capacité de verbaliser. Alors là, c'est vrai que je vous ai fait une liste qui est un petit peu, elle n'est pas exhaustive, je pourrais remplir tous les murs de cette pièce de mots pour vous expliquer à quel point quand on a par exemple des émotions, joie, colère, peur, tristesse, les principales, eh bien en fait, il y a des mots pour les décrire. Être blessé, c'est pas pareil qu'être fâché, c'est pas pareil qu'être frustré, c'est pas pareil qu'être lésé. Les mots ont du sens. Et je vous encourage véritablement à développer votre vocabulaire pour pouvoir comprendre le vocabulaire de ceux que vous approchez. C'est vraiment très très important que vous compreniez que quand quelqu'un vous dit, c'est le même principe, si vous voulez, de la nuance. Quand je dis l'enfant descend l'escalier, vous voyez bien qu'il descend l'escalier, mais si je dis l'enfant dégringole l'escalier, ça prend une autre tournure. Et donc ça précise, ça donne une information capitale. D'accord ? Et d'ailleurs, on dit, je ne l'ai pas mis là, mais je peux le rajouter, on dit que quand on ressent chez l'autre, par empathie, une émotion, nous devons avoir une réponse appropriée. Et on dit très clairement, la joie se partage, la colère s'apaise, la peur se rassure et la tristesse se console. N'allez pas apaiser une joie, ça n'a pas d'intérêt, n'allez pas consoler une peur, ça n'a rien à voir. Soyez en harmonie avec ce que vous constatez chez l'autre. Et d'ailleurs, ce ne serait pas inutile que vous vérifiez quelle est la nature de vos interlocuteurs en général, s'ils ont bien compris comment vous décodez vous. Donc soyez vrai dans vos émotions. Je vous donne un exemple. Un enfant tient la main de sa mère, ils vont traverser la route. L'enfant échappe à la surveillance de la mère et va vers la chaussée. La mère lui court après, lui flanque une bonne raclée et lui dit « Tu m'as désobéi ». C'est une émotion parasite. Elle n'a pas à être en colère, alors qu'en réalité, elle aurait pu afficher une émotion tout à fait authentique, dire « J'ai peur ». Se mettre à genoux, prendre son enfant dans les bras, dire « Oh, j'ai tellement peur que tu te fasses écraser », ce qui était tellement juste. Mais non, elle passe par un schéma détourné pour pouvoir affirmer son autorité hiérarchique et pour pouvoir apprendre les choses de la vie à son enfant. La meilleure façon d'apprendre les choses de la vie à quelqu'un, c'est d'authentifier et de vérifier l'authenticité des émotions que vous mettez en œuvre dans la relation et également que vous alliez interroger. Vous savez, vous avez certainement des gens qui vous disent des horreurs en souriant comme ça, ils disent, vous vous rendez compte, je suis à la rue. Je dis, mais pourquoi tu souris ? Ce sont des émotions parasites, vous devez apprendre à décoder ça et dire, mais attends, là tu souris, alors que c'est quand même dramatique. Parce que peut-être que cette personne, elle ne s'autorise pas à pleurer de sa situation. À vous d'aller chercher l'authenticité des émotions pour permettre que la santé mentale s'organise chez la personne. Sinon, elle va maquiller le truc, elle va le cosmétiser pour apparaître socialement acceptable. La santé mentale dépend de l'authenticité que les gens se donnent le droit, s'autorisent à être dans l'interaction avec autrui. Et quand je vous dis que tout est une affaire de verbalisation et que vous devez mettre le paquet là-dessus, c'est parce que on est effectivement autocentré, donc il y a moi dans cette histoire-là, moi, ce que je veux dire, ce que je pense que je vais dire, ce que je peux dire en réalité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Vous voyez que ça se rétrécit, l'entonnoir se rétrécit, ce que j'ai quand même l'intention de dire et ce qu'au bout du compte, je dirais finalement. Et si je suis dans l'empathie, je vais quand même faire en sorte que mon discours, et j'espère que je suis en train de le faire là, concerne et considère l'autre. Parce que j'ai un interlocuteur et je ne parle pas pour moi, je parle pour l'autre. Et dans votre vie quotidienne, vous devez parler pour l'autre avec ce que vous avez à dire. Donc l'autre, lui, il y a déjà ce qu'il sait, ce qu'il entend, ce qu'il comprend, ce qu'il retient, ce qu'il utilise et au bout du compte, ce qu'il va transmettre. Vous vous rendez compte, tout ce qui échappe, tout ce qui se filtre à chaque fois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous devez penser de manière synthétique ce que vous dites, ce que vous direz finalement. C'est ça que vous devez muscler
et en sachant ce qu'il va utiliser, cet autre qui est votre interlocuteur, et ce qu'il va pouvoir utiliser, utilement et de manière opératoire, et ce qu'il va même être capable de transmettre. Ne passez pas par des longs discours, allez directement, straight to the point, directement au sujet, à ce qui est le plus utile, le plus pertinent, le plus percutant pour permettre à l'autre d'adhérer. La santé mentale, elle dépend aussi d'une équation, c'est l'estime de soi. C'est une équation. L'estime de soi, ES égale CS, confiance en soi, plus AS plus IS. La confiance en soi plus l'amour de soi plus l'image de soi. Alors, qu'est-ce que c'est l'estime de soi ? C'est un bon indicateur, mais quand quelqu'un manque d'estime de soi, il faut aller chercher dans les 3 piliers. Peut-être qu'il manque de confiance en soi, parce que beaucoup de gens confondent les deux. La confiance en soi, c'est ce qu'on sait qu'on peut faire, même sans l'avoir expérimenté. Je sais que je peux faire cette recette, je sais que je peux sauter la flaque sans me mouiller les pieds, j'y arrive au doigt mouillé, je m'en rends compte. Je comprends ce que je sais que je peux faire, même sans l'avoir expérimenté. L'amour de soi, c'est simplement le sentiment d'être quelqu'un de bien. Je ne suis pas un repris de justice, je ne suis pas hypocrite, je suis plutôt honnête, je suis plutôt loyale, je suis plutôt dans des vertus, je sais discerner le bien et le mal. Voilà ce qui peut créer cette jauge d'amour de soi. L'image de soi, c'est très compliqué. Et souvent, je pense que vous avez affaire à des gens pour qui c'est le plus difficile. L'image de soi, il faut la séparer en 3 éléments. Il y a l'image qu'on a de soi. Et encore une fois, compte tenu de là d'où on vient dans nos familles, est-ce qu'on a été valorisé ou pas, par exemple, eh bien, elle va être dégradée ou pas de manière constante. Donc, l'image que j'ai de moi, et puis l'image que je voudrais donner de moi, ce qui parfois, vous l'avez vu dans les attachements évitants, eh bien, c'est pas la même, il y a une distorsion, et l'image que de toute façon les autres ont de moi, et qui ne m'appartient pas, je ne peux pas jouer là-dessus. Et il va falloir que je compose aussi avec l'image que les autres ont de moi spontanément. Mais je peux quand même essayer de faire en sorte que tout s'harmonise un petit peu. C'est ce qu'on appelle finalement la cohérence, la congruence. Ce que je suis, je le fais, ce que je fais, je le montre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça d'harmonisé. C'est souvent lié à l'âge. Moi, j'ai 61 ans aujourd'hui. Je suis beaucoup plus indulgente qu'à 20 ans. Je m'accorde maintenant d'être ce que je suis, de montrer ce que je veux, et voilà, tout s'harmonise à peu près. Quand on est jeune, c'est un véritable défi, l'image de soi. Et de toute façon, il faut être très clair que notre santé mentale dépend aussi largement de ça. Elle dépend aussi de quelque chose qui est quand même extraordinaire, c'est cette oscillation que certaines personnes vivent entre leur tristesse, c'est pour ça que je fais la flèche en bas, à plat. Vous voyez, je suis triste parce que le problème c'est moi, je suis nulle, personne ne m'aime, je ne me rends pas aimable, de toute façon je vaux rien, je n'ai pas de compétences, je ne sais pas ce que je veux, mon problème c'est moi. Et c'est ce qu'on appelle la position dite dépressive, d'accord ? Elle est pleine de tristesse. Et il y a des tas de gens qui ont une espèce d'antidote à l'égard de leur tristesse naturelle qui est assez plombante, c'est de s'ériger en colère. Et je ne citerai aucun nom, mais vous savez bien que dans le landerneau politique, il y a des personnages plutôt habitués à la prise de parole en public qui manifestent une énorme colère. En fait, comme toutes ces personnes-là, ce sont des gens qui cherchent à masquer leur propre tristesse d'eux-mêmes. C'est une espèce de masque social. La colère devient l'antidote de la tristesse. On s'érige, on s'extirpe de ce sentiment dépressif de soi, et donc souvent, les passages à l'acte sont, ou les façons un peu abruptes comme ça de s'adresser aux gens, de manière agressive, volontairement agressive, ne sont pas par rapport à ce que fait l'autre, mais sont par rapport à leur propre idée d'eux-mêmes et leur propre douleur intérieure qu'ils veulent maquiller. Pourquoi je dis ça ? Et c'est là où je rajoute aujourd'hui cet élément d'actualité, puisque nous avons donc une nouvelle affaire, puisque ce n'est pas la première, d'un collégien de 14 ans qui donc a attenté à la vie de son professeur d'art plastique
à coups de couteau, de manière préméditée. On a compris que c'était de manière préméditée et qu'en même temps, il y avait à comprendre cette histoire autour de j'ai de la haine, donc je suis en colère, hein, j'ai de la haine, et cette haine, elle ne peut pas rester en moi, je dois la projeter. L'idée, elle est là, c'est que, en fait, ce garçon n'a pas pu transformer ce qu'il vivait en pensée. Il n'a pas pu l'élaborer, il n'a pas pu concevoir ce sentiment-là autrement qu'en le faisant ressortir en acte. Et c'est ça le problème du manque d'élaboration, c'est qu'en fait, on peut penser quelque chose, mais si on y réfléchit, on l'atténue. Or, lui, il n'a pas réfléchi, il a fait vivre son sentiment. Et c'est ça, symboliser. Symboliser, c'est remplacer le ressenti par quelque chose qui met en mots. Quand on symbolise, on peut dire « j'ai mal », « je suis en colère »,« c'est trop pour moi », mais quand on ne symbolise pas, c'est le corps qui agit à la place de la tête. On ne peut plus dire ce que l'on vit, on ne peut plus comprendre ce qui fait mal et pourquoi ça fait mal. On ne peut plus même se responsabiliser dans cette histoire. Parce que s'il a de mauvaises annotations, c'est peut-être que lui, il a une part. Mais s'il ne la met pas en mots, s'il ne se l'explique pas, s'il ne peut pas nommer la violence, eh ben ça sort d'un coup. Ça sort d'un coup comme une pulsion, sans réflexion, sans recul. Et il y a des tas de gens comme ça qui sont impulsifs, pas jusqu'à ce degré-là, mais ces impulsivités-là, vous pouvez identifier chez eux cette idée qu'ils n'arrivent pas à élaborer mentalement. Donc c'est à vous de vous y prendre le mieux possible en disant « mais qu'est-ce qui t'arrive là ? Qu'est-ce qui se passe pour toi ? Comment ça se passe dans ta famille ? Comment ça se passe dans ta situation ? De quoi as-tu peur ? » Posez des questions. Posez beaucoup de questions pour arriver à faire en sorte que ces personnes qui n'arrivent pas à mettre en mots puissent éviter de passer à l'acte. Parce que quand on ne met pas en mots, en fait, on est pulsionnel. Et ça fait des débordements. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est qu'il y a un élément aussi qui a été expliqué qui a été rapporté par le procureur, c'est de dire qu'en fait, il y avait plusieurs armes blanches dans sa chambre, puisqu'il trouvait que les couteaux, ça faisait stylé. Hein, vous avez entendu ça. Le problème de ça, c'est quand on s'identifie à un instrument, à un outil, à un objet qui pourrait représenter une symbolisation de puissance ou de pouvoir. C'est-à-dire que je suis totalement démunie si je n'ai pas mon couteau, mais si j'ai mon couteau, je suis super fort. Mais c'est la même chose, je pense à Johnny Hallyday, parce que c'est plutôt ma génération, vous connaissez Johnny Hallyday. Oui, vous connaissez. Johnny, il y a des tas de gens qui l'ont adoré et qui ont mis le blouson de Johnny, qui ont acheté la Harley de Johnny. Parce que ça leur donne le sentiment qu'ils sont quand même très, très affirmés. C'est ça, l'identification par rapport à un objet qui crée une espèce d'identité nouvelle, rassurante pour la personne, mais tout à fait illusoire. Et armé d'un couteau, ce garçon s'est senti évidemment pris dans un élan de pulsion destructrice pour ne pas se détruire lui-même, parce qu'il se hait en fait lui-même. Et on apprend évidemment, et c'est là où c'est le plus important à mon avis à vous évoquer, on apprend évidemment que le problème, il est initial. Dans la violence que nous pouvons rapporter de ce cas-là, il y a en fait toutes les personnes au monde qui vivent dans des ambiances où la parentalité est défaillante. Et ce sont des parents qui affichent des horreurs, littéralement des horreurs. Je vous fais part, en fait, des multiples situations engendrées par l'ignorance, l'indigence, l'indifférence, l'arrogance des parents, en fait, à l'égard des enfants.
Et je parle aux enfants en disant, vous ont peut-être été infligés leur abus d'autorité, les délaissements, dépression, humeurs cyclotimiques, burn-out familiaux, professionnels, tendance à l'hypercontrôle, absence, inconsistance, fâcherie en continu, jalousie immodérée, divorce mal digéré, addictions diverses, dissensions familiales, maltraitance caractérisée ou plus feutrée. On peut vraiment trouver beaucoup de panoramas à l'ombre desquels les parents font grandir les enfants, sans parler évidemment des violences caractérisées, des abus de tous ordres, et certains ont même connu des cumuls. C'est-à-dire que les familles des gens que vous fréquentez souvent présentent du tabagisme, de l'alcoolisme, de l'addiction aux substances toxiques, de la violence, d'addiction au jeu par exemple, une espèce de faculté à être dans une part infantile d'eux-mêmes, à jouer aux jeux vidéo, jouer sans obtenir quand même une espèce de consistance dans leur fonction parentale, et vous obtenez en fait, le problème, c'est une reproduction. Et le cas de ce jeune homme est emblématique. Il a probablement souffert, puisque ça a été rapporté par le procureur, d'une situation familiale dite violente, puisque ça donne même lieu à une procédure, certes longue, et le ministre de la Justice s'en est emparé, mais il n'empêche que, enfin il l'a commenté, et c'est pas normal de faire attendre autant un enfant pour être entendu dans un fait de violence caractérisé et apparemment constant. Cet enfant a souffert de violence, mais pour cesser d'en souffrir, il a normalisé la situation de violence. Par exemple, un enfant battu va dire « oui, mais c'est normal, j'ai fait une bêtise ». Ou un enfant humilié va dire « oui, mais dans la bouche de mon père, c'est gentil ». Parce qu'en fait, s'il ne normalise pas la situation de violence, il va continuer à en souffrir. Donc la normalisation d'une situation de violence permet de vivre mieux. Mais dès lors qu'on considère normale une situation, il est bien évident qu'on va la reproduire. Et c'est l'objet du concept que j'ai inventé, qui s'appelle la trilogie inconsciente. Si je souffre de quelque chose, je vais le normaliser pour m'y adapter. Et si je m'adapte à cette normalisation, il est bien évident que je vais le reproduire. Ou sur moi, j'ai été humiliée, je continue à m'humilier, et de manière constante, sans me rendre compte qu'en fait je répète ce dont j'ai souffert, ou je le produis sur autre. J'ai été frappée, j'en suis pas mort, ça m'a aguerri, ça m'a rendu puissant, et voilà maintenant l'homme fort que je suis, et donc je vais produire ça à mon enfant parce que je n'en suis pas mort et que ça me paraît judicieux finalement. C'est-à-dire cette occultation de la souffrance initiale permet de se sentir droit dans ses bottes dans ces situations-là, ce qui est littéralement fou. Et ça aussi, je pense que c'est un problème de santé mentale. Et la reproduction, elle peut même se faire sur les deux, c'est-à-dire que je peux disqualifier les autres, les dévaloriser, abuser de mon pouvoir sur eux, et parfois m'en vouloir terriblement et me faire vivre une vie en fait infernale. Il y a beaucoup de jeunes qui tournent en rond malgré leur bonne volonté, et vous êtes en première ligne pour assister à leur errance. Ils font souvent des choix qui s'auto-sabotent, ils font souvent actes assez erratiques, il y a des choses qu'on ne comprend pas, des choses pulsionnelles, des choses même irrationnelles. C'est donc à vous de ramener de la compréhension, parce que de la réflexion, on arrive à la compréhension, et de la compréhension, on permet le changement. Il n'y a pas d'autre formule que celle-là. C'est le propre de la psychanalyse, de mettre en mots, mais c'est aussi le propre de vos activités dans l'encadrement que vous opérez. Pourquoi ? Parce que c'est une absence de repères. En fait, ce sont des gens qui sont dans l'errance constante parce qu'il n'y a pas de repère intérieur. Et donc, je voudrais vous proposer cette idée de reprendre complètement la notion d'échec pour cesser d'en faire un fantôme, une espèce de spectre infernal qui nous poursuit. Pourquoi ? Parce que de la naissance à la mort, donc le temps horizontal, les semaines, les années qui s'égrènent, eh bien, on peut aussi faire juxtaposer le temps vertical, celui qui nous élève. Donc logiquement, de la naissance à la mort, on devrait expérimenter des choses, avoir de plus en plus de vécu et forcément gagner en expérience et en sagesse. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. La vie, elle est faite de ça. Elle est faite de pics et de creux. Donc finalement, de quoi il s'agit pour ce qui vous concerne dans le dialogue que vous avez à proposer
à ceux que vous rencontrez. Ce qui compte, c'est de dire que ce n'est pas les pics ou les creux qui sont même intéressants, c'est la tendance. Et la tendance, pour se donner ce sentiment-là, il faut se projeter loin, il faut arrêter d'avoir le nez dans le guidon, il faut considérer ce que l'on a besoin de vivre de soi, de devenir. Et c'est ça la clé de compréhension, c'est que vous puissiez insuffler ce goût chez les gens de voir loin et de se dire que même quand ils sont jeunes, par exemple, et vous, c'est vrai aussi, eh bien vous avez pour mission de vous accomplir. La question de l'accomplissement, personne ne la posera pour vous, hein. Ça vous appartient, hein. Ça appartient aux gens que vous rencontrez. Personne ne peut faire l'accomplissement d'autrui. C'est notre mission sur cette terre. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que, vous voyez, dès le départ, on a des enjeux. Au départ, dans une famille, on joue la confiance contre la méfiance. Quand on arrive à commencer à avoir des initiatives entre 3 et 6 ans, par exemple, on apprend à marcher, on a envie de faire du vélo, vous voyez, on a envie. Eh bien, en fait, on se trouve en but parfois à un empêchement qui est la culpabilité. Je n'y arrive pas, peut-être que mes parents vont trouver ça nul, que j'y arrive pas, je vais m'en vouloir, je vais avoir du doute sur moi-même. Et là, on a après les années d'école où il y a énormément de choses à apprendre, à produire beaucoup de choses, des leçons, des devoirs sur table même. Et puis à un moment, l'adolescence arrive. Si on a réussi à éviter le sentiment d'infériorité, parce qu'on a réussi à avoir de bonnes notes à l'école, par exemple, on continue à être dans la colonne profitable. Donc on va aller chercher l'identité et le partage de l'intimité. L'identité, vous savez bien, cette question identitaire tellement essentielle à l'adolescence, qui en ce moment d'ailleurs est très sujette à caution, puisque maintenant on considère, enfin illusoirement à mon avis, qu'on pourrait en changer. En fait, parce que l'on voudrait, on pourrait. C'est pas si simple, croyez-moi, et je suis prête à répondre à vos questions là-dessus. Mais dans cette question-là d'évolution de soi, dans un temps vertical et horizontal, il y a bien aussi à un moment, et je suis dans cette tranche d'âge-là, l'idée de la générativité. C'est-à-dire que c'est ce moment-là, on doit avoir capitalisé tous nos acquis, tout ce qu'on a pu faire. Si on est dans la colonne de droite, on peut toujours repartir dans la colonne de gauche. Et je vous incite à comprendre que les gens ont besoin de ça. En générativité, on prend soin de soi, on prend soin des autres, on a capitalisé peut-être un patrimoine, on a acheté sa maison, je ne sais pas, on a bâti une carrière profitable, on fait des choses utiles et vous êtes là pour en démontrer l'exemplarité. Pourquoi ? Parce que c'est au bout du compte qu'il faut voir. Est-ce qu'on se permettrait d'être stagnant ou au contraire d'être génératif au nom de l'intégrité que nous méritons ? Nous méritons de mourir le plus longtemps possible, le plus loin possible, mais mourir avec un sentiment d'accomplissement. Sinon, c'est le désespoir du grand âge. Et tous les gens que vous avez rencontrés dans vos activités personnelles, associatives, professionnelles, n'oubliez pas de leur rapporter ce message. Ce n'est pas maintenant que les choses comptent le plus, c'est ce qu'on veut devenir, c'est comment on doit s'incarner. Qu'est-ce qu'on veut projeter de soi ? Donc l'exemple parfait, c'est la phrase que l'on emploie souvent dans les entretiens de recrutement. Les recruteurs disent souvent comment vous voyez dans 5 ans ? Et tout le monde trouve que c'est une question piège. C'est la question la plus existentielle qui soit, c'est la plus belle qui soit. Vous devez penser à ce que vous voulez être après, pour arrêter d'être le nez dans le guidon et transmettre ce message à vos interlocuteurs. Comment on peut y arriver ? Voilà, on arrive à la sagesse, après avoir donné du soin, trouver l'amour, accepter ce que l'on est, créer des compétences en soi, viser des objectifs, accepter que grandir, c'est explorer et se mettre en sécurité. Et la relation, c'est ça, c'est trouver des gens avec qui on aime être et avec lesquels on se sent en sécurité. C'est ça qui va compter. La puissance de l'inconscient est sidérante. Voilà les 3 instances qui ont été inventées, disons, par Freud. La petite vague, c'est la ligne de conscience. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses dans l'inconscient et pas tant que ça dans le conscient. Ce sont 3 instances psychiques.
Le moi est une instance, disons, qu'on appelle la personnalité, on va dire. Le surmoi, c'est un peu le gendarme moral, mais plutôt qui nous fait dire comment on peut discerner le bien du mal, le vrai du faux, ce qu'on doit faire parce qu'il faut se laver les mains avant de passer la table et qu'on doit traverser dans les passages piétons. C'est aussi notre histoire, notre culture, notre éducation, nos racines. C'est beaucoup de choses. Et le ça, c'est l'empire des pulsions et des émotions. Et donc, fatalement, il y a toujours un conflit entre je veux, que dit le ça, et ce n'est pas possible de manger des bonbons puisque nous passons à table dans 10 minutes, que dira le surmoi. C'est un conflit permanent entre le principe de plaisir, je veux, indépendamment des circonstances, et le surmoi, principe de réalité, oui, mais est-ce faisable ? Et déjà, quand on comprend que le surmoi est très régulateur d'un ça trop pulsionnel, on arrive à trouver un certain équilibre pour combattre les problèmes de santé mentale. Le surmoi, il est là comme principe actif pour que le moi puisse réguler ces deux grandes instances et il trouve plutôt un équilibre. C'est ça ce qui se joue dans nos inconscients respectifs. Or, le problème, c'est que si je reprends uniquement le surmoi, il y a un mauvais surmoi qui va toujours dire à quelqu'un « t'es nul, regarde comme t'es vraiment lamentable, tu t'es encore rétamé ». Et une part de cette personne-là, inconsciente bien sûr, va dire « oui, c'est vrai, je suis nul ». C'est la part masochiste de chacun d'entre nous. Et moi, je vous propose de considérer que ce mauvais surmoi n'a pas sa place dans la santé mentale et dans l'évolution et dans la recherche d'accomplissement. Parce que ce qui compte, c'est le bon surmoi qui donne de l'estime de soi. Le bon surmoi, il est particulièrement intéressant parce qu'il est en lien avec le désir de devenir. Il donne de la légitimité d'exister, il dit que finalement le futur est possible, il permet l'incarnation en tant que passage à l'acte de manière subjectivement intéressante et utile pour soi. C'est par exemple ce bon surmoi, quand j'avais mes années d'études à Paris et que j'avais évidemment envie de rigoler comme tout le monde, eh ben, je pouvais sortir le soir, aucun problème. Je me suis beaucoup amusée pendant mes années d'études. Sauf qu'il y a une part de moi qui disait « oui, mais comment je rentre ?» Il y a des tas de gens qui sont dans un surmoi très défaillant, qui vont sortir le soir, se mettre dans des situations où ils sont déchirés et totalement hors de contrôle, sujets à l'abus, parce qu'ils n'ont pas eu ce bon surmoi pour leur dire « oui, mais qu'est-ce que tu fais pour garder le contrôle de toi et sortir indemne des situations un peu difficiles ?» Le bon surmoi, il est là pour ça. Donc la quête du bon surmoi, c'est la boussole intérieure. C'est de chercher comment faire pour que vous ayez une part de vous qui vous dise pas t'es nul, mais plutôt comment tu vas faire dans telle situation. Est-ce que c'est plutôt mieux de faire ci ou ça? Bref, que vous émettiez un dialogue entre vous et vous pour vous guider dans une version intègre de vous-même. Je ne dis pas moralisatrice, je dis éthique. Que vous puissiez vous considérer comme droit et digne à vos propres yeux. Et d'ailleurs, que vous insuffliez cet élan-là aux gens que vous rencontrez. En fait, pour tout vous dire, j'ai expérimenté ça de manière très clinique, parce que ça fait des années que je m'entraîne à ça dans ma pratique psychanalytique, et en plus, j'ai fait un DU sur les addictions l'année dernière, en 2025. Et là, j'ai constaté une chose, c'est que le bon surmoi, il permet de prendre en charge, par exemple, les grands addicts. Les addicts alcool, les addicts tabac, les addicts surtout de drogue. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, insuffler aux patients ou à vos interlocuteurs l'idée de se ressentir comme des gens droits et dignes à leurs propres yeux, ça les remet en marche et ça leur permet une motivation nouvelle à se sevrer. Et pour tout vous dire, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais quand j'ai tenté d'expliquer ce sujet-là à mes directeurs d'études, qui ne sont pas des petites frappes, ce sont des gens extrêmement éclairés de la société savante des meilleures universités de France, ils m'ont dit « mais non, le surmoi, il est castrateur, il empêche, il juge, il sanctionne, il interdit. » Je dis non, le bon surmoi existe, c'est une boussole intérieure,
et ça peut servir pour aider les gens dont la santé mentale est précaire ou comment dire, le fait de verser dans une addiction les a perdus vis-à-vis de leur propre intégrité. Et donc cette boussole intérieure, c'est bien ça qui va réguler les questions de mauvaise santé mentale. Je voudrais aussi faire vous évoquer la question des réseaux sociaux. Parce que moi, je suis la première à dire, et d'ailleurs je suis sur les réseaux sociaux, je suis la première à dire que les réseaux sociaux sont plutôt producteurs de joie. C'est plutôt sympa d'être en relation d'une nouvelle manière. Moi, j'ai connu les deux, donc avant et après, donc je peux vous en parler. Les réseaux sociaux m'ont permis d'avoir des followers, des gens qui commentent mes posts. Moi-même, ça me sert de support de communication externe tout à fait utile. Donc, ça crée de la visibilité, ça crée du contact, ça crée de la connaissance et même de la reconnaissance. Ça crée du plaisir à partager. Donc, en fait, ce sont des joies quand même réelles et légitimes qui correspondent bien à l'évolution de nos sociétés. Là où ça commence à être toxique, c'est quand les gens ont besoin de réseaux sociaux pour chercher de la validation. Est-ce que vous connaissez la nuance qu'il y a entre la recherche de validation par autrui et la quête de reconnaissance? En fait, c'est fondamental et ça participe aussi de la santé mentale. Quand on est en recherche de validation par autrui, croyez-moi, on n'a rien à l'intérieur. Ça s'appelle une faille narcissique, c'est du vide, c'est comme une coquille vide. On ne se ressent pas, on est incapable d'évaluer ce que l'on fait, et donc on a besoin du regard de l'autre pour nous le dire. Je vous laisse imaginer l'abus qui peut en sortir. Parce qu'en fait, quand on donne ce pouvoir à l'autre, vous pensez bien qu'on est à sa merci. Donc, la validation par autrui, c'est bien ça le propre des gens qui sont en déficit d'eux-mêmes et qui ont toujours besoin, dans cette fameuse dépendance affective, qui ont toujours besoin de l'autre pour exister. C'est les moins plus. La recherche de reconnaissance, c'est différent. La recherche de reconnaissance, c'est je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis, je sais ce dont j'ai envie. Mais il se trouve que c'est normal en réalité, parce que je suis un être de relation et de contact, c'est normal de demander à l'autre ce qu'il en pense. Et s'il partage cette même opinion de moi, ça crée du bonheur. Et ça crée de la relation. Ça crée des interactions de qualité. Donc soyez dans une quête de reconnaissance bien naturelle, mais traquez tous ceux, y compris vous, qui sont en recherche de validation par autrui. Parce que c'est la porte ouverte à tout abus possible. Et les réseaux sociaux produisent ça. Les réseaux sociaux déglinguent les gens si, à la faveur de mauvais commentaires, eh bien, les gens qui ont posté ces communications se sentent offusqués. Pour tout vous dire, il y a 1 an à peu près, j'ai donné une interview d'1 heure à une émission du web, à une chaîne du web, qui a fait un buzz monumental. Et donc, évidemment, il y a eu des commentaires et des haters, enfin, classiques, d'accord. Les gens m'ont dit, ça va, tu supportes, mais mes enfants m'ont dit, dis donc, c'est dur, tu devrais peut-être les retirer. Et je dis, pourquoi les retirer? Regardez, pour globalement 5000 haters, j'avais 2 millions de likes. Ça va, c'est supportable. Mais ça permet quand même de comprendre qu'il y a des gens dont c'est l'animation quotidienne, le hating. Ils adorent produire de la méchanceté. Ce sont des gens qui ne sont pas arrivés à élaborer. Donc parfois, quand le commentaire, certes, est négatif, mais qu'il inspire quand même un petit échange, je reprécise quelque chose, peut-être pour proposer une élaboration et pour pouvoir envisager d'avoir changé un état d'esprit spontané, pulsionnel, le ça, en quelque chose de plus réfléchi. Les réseaux sociaux proposent une opinion qui remplace la pensée. En fait, l'opinion, ce n'est pas véritablement de la réflexion. L'opinion, c'est un dogme. Voilà ce que je pense de. Quels sont les arguments? Est-ce que c'est bien réfléchi? Est-ce que c'est éventuellement évolutif? Rarement. Méfiez-vous des opinions, privilégiez la pensée. C'est souvent aussi un art répétitif. On ne comprend pas, on répète.
Donc on partage, on repartage, on repartage. Les réseaux sociaux ne sont pas neutres en fait, parce qu'ils privilégient la réaction immédiate, donc le ça, ils privilégient l'indignation, ils privilégient la polarisation, donc des positions antagonistes. Et il y a du fighting. À propos de cette émission qui a été tellement buzzée, parce qu'en fait le community manager de cette chaîne a eu la judicieuse intervention de couper des extraits, donc sortis de leur contexte réel, qui ont été spécifiquement conçus pour être polarisants. C'est-à-dire qu'en fait, c'était antagoniste, forcément. Ça a fait des millions de vues. Si c'est ça l'interaction, non. C'est dommage. Parce que là, il y a manipulation. Je vous avoue, j'en ai bénéficié. J'ai ouvert 3 sessions de consultation nouvelles. J'ai accueilli, je crois, 34 nouveaux patients. Enfin, c'est colossal. Bien sûr, ça a fait mon beurre. Mais objectivement, ce n'est pas juste, ce n'est pas judicieux, ce n'est pas sain. À vous donc d'avoir ce discernement, cet esprit critique et de l'insuffler aussi aux gens que vous fréquentez, parce qu'en fait, ce qui manque aux réseaux sociaux, c'est le discernement. La différence qui change tout, c'est de comprendre la différence entre l'opinion et la pensée. L'opinion est rapide, elle est émotionnelle, elle est rassurante, elle est contagieuse. La pensée est peut-être plus lente, elle est peut-être même parfois inconfortable, mais ce qui est certain, c'est qu'elle sera structurante et transformatrice. Dans la question du pair à pair, ce que vous faites, vous, c'est évidemment la question de l'empathie. Vous êtes des gens qui avaient compris spontanément que l'autre a une réalité, qu'il faut aller la comprendre pour l'amener à quelque chose de bon pour lui. Parfois, il ne le sait pas. En fait, vous êtes leur surmoi, le bon surmoi. Vous ne jugez pas, vous êtes bienveillant, vous apportez des réponses appropriées, vous êtes constant, vous êtes des figures d'attachement. Et grâce à ça, c'est ce socle sur lequel repose unicité. C'est ce socle-là. C'est-à-dire que c'est la meilleure façon, et c'est pour ça que j'ai été ravie de communiquer auprès de vous, c'est la meilleure façon de dire, voilà, cette société, c'est exactement sur ce modèle-là qu'elle doit se composer pour pouvoir la prémunir de la santé mentale défaillante. C'est parce qu'il faut des gens comme vous qui soient engagés, volontaires, dans un esprit juste, empathique, avec du discernement et de la capacité à entrer en relation. Et c'est pas rien, vous le savez bien. L'ambition d'accomplissement, vous l'avez vous-même générée en choisissant ce vecteur-là d'activité et qui va vous servir probablement à la fois dans votre vie sociale mais aussi votre vie personnelle. Regardez ce vieux monsieur. Voilà, c'est comme ça qu'on devrait finir. C'est comme ça que tout le monde devrait être. Avec certes quelques rides, mais globalement une allégresse, une jouissance de la vie qui est formidable. Et d'ailleurs que moi, en tant que psychanalyste, je vis régulièrement. C'est même l'objet de mon nouveau livre, qui parle en fait des effets waouh de la psychanalyse, de ce que la psychanalyse propose comme joie. Parce que quand les gens prennent conscience, et vous-même, vous êtes des acteurs de la prise de conscience souvent, quand vous faites prendre conscience à des gens de l'immensité des perspectives qui s'offrent à eux et qu'ils s'y engagent, mais tout le monde y gagne, c'est win-win. C'est-à-dire qu'eux se disent « Ah ouais, je ne l'avais pas vu comme ça ». Et on voit bien sur leur tête que quelque chose s'est modifié. Et c'est cet indicateur-là que vous devez aller chercher dans vos activités de volontaire. C'est ce petit déclic-là, ce qu'on appelle un moment sacré en psychanalyse, où on sait que l'autre, ça y est, il a compris. Il est sur sa voie, c'est bon. Évidemment, ça provoque énormément de joie et d'allégresse à la psychanalyste que je suis, aux thérapeutes en général, mais vous-même, en tant que volontaire, quand vous voyez que quelque chose marche enfin, après avoir accompagné des gens qui étaient plutôt réfractaires, waouh, c'est ça l'effet waouh. Alors, pour terminer, je vous proposerai de comprendre que c'est la transcendance qu'il faut, c'est-à-dire cette phase de complétude qui a dépassé tous les stades de la vie. Et donc,
moi je veux bien affronter les questions de survie, je veux bien affronter l'enjeu considérable de la différenciation, de ma propre individualisation pour me sentir un être particulier. Je veux bien aller vers la construction de moi, de ma vie, de ma famille, de mes enfants, de tout ça. Je veux bien créer de l'harmonie, même si parfois il y a des épreuves de la vie, des épreuves de santé, des épreuves de santé tout court, des épreuves que la vie nous propose. Tant que mon but est là, tant que je suis accrochée à mon enjeu personnel et collectif, qui est la transcendance, c'est-à-dire l'intégrité de soi. Et je souhaite à tout le monde de finir sa vie avec le sentiment d'avoir bien agi. Parce qu'en fait, l'action des angoisses, l'action permet de se mobiliser de manière très vivante, très vivace, et c'est ce que vous tentez d'insuffler aux gens que vous rencontrez, et c'est ça que moi je fais également dans ma partie à moi, à la fois au travers des conférences, puisque ce sont des actes de sensibilisation, et à la fois dans le cabinet plus feutré de consultation. Je voudrais aussi que vous compreniez que nous sommes dans une société extrêmement morose, vraiment triste, et que nous devons, au nom de la jeunesse qui peut être caractérisée par ce petit bébé, réenchanter le monde. Pourquoi je dis ça? Mettez-vous à observer, à écouter attentivement dans vos réunions de famille, sur les terrasses des cafés, dans les restaurants, écoutez les conversations des gens, des adultes, qui d'ailleurs ont des enfants à côté d'eux et qui ne se soucient pas tellement de ces oreilles qui ne sont pas du tout innocentes. Ils désenchantent totalement le monde. Le monde est pourri, le monde est mauvais, les politiciens sont corrompus, il y aura la guerre bientôt, les impôts c'est trop, j'en ai marre d'eux, rien ne marche, rien ne fonctionne, je me sens pas utile, je me sens pas heureux, j'aime plus mon mari, je trompe ma femme, mon manager ne me comprend pas. Enfin, écoutez les conversations, mettez-vous dans cette réalité-là et comprenez que quand les enfants les entendent sans rien dire, parce qu'ils ne peuvent pas s'insérer dans ces conversations, eh bien en fait, vous désenchantez le monde. Comment voulez-vous qu'il veuille grandir? Donc c'est à nous tous ici de commencer à réenchanter ce monde, de rendre compte de la positivité et de toutes les perspectives qu'il offre, parce qu'en fait, quand on a le désir de soi, le désir de se projeter et d'être, on réussit à l'enchanter. Alors peut-être que c'est à nos propres échelles, mais vous êtes dans un mouvement collectif que je salue ici et que je trouve terriblement bénéfique. Peut-être ce dont simplement nous avons besoin tous, c'est de vous avoir en surnombre même, car ici vous êtes beaucoup, mais vous ne serez jamais encore assez. Donc merci encore de ce que vous faites, et n'oubliez pas une chose, c'est que l'amour n'est pas un critère. Il y en a marre de dire que ce qui compte c'est d'être aimé, que quand on n'a pas eu assez d'amour, j'ai une nouvelle patiente qui me dit j'ai un tout petit réservoir d'amour, il n'a pas été rempli. Non, on a tous un grand réservoir d'amour, mais malheureusement c'est pas ça qui va suffire, pas plus que la réussite. Vous vous rendez bien compte que l'amour peut être torturé, on peut être passionnément amoureux et trouver que la vie est horrible, et on peut très très bien réussir son travail, on peut très bien travailler dans une entreprise qui ferme la porte, qui met la clé sous la porte parce qu'en fait elle fait faillite. Donc en fait l'amour et la réussite ne sont jamais des critères suffisants. Arrêtons de les brandir comme des enjeux. Ce qui est suffisant, c'est ce qui produit du bonheur. Et ça c'est palpable. Ça ne parle pas forcément d'amour, ça ne parle pas forcément de réussite, ça parle de relations. Ce qui produit du bonheur, c'est ce sentiment de soi et de ce que l'on voit chez l'autre grâce à nos actions, grâce à ses propres actions, qui est en fait le sel de la vie. Merci beaucoup.